Bonjour à toutes et à tous, c'est ravi de vous retrouver comme d'habitude dans Parole d'experts sur H24, l'émission qui nous permet de décrypter, d'essayer de comprendre l'actualité, qu'elle soit nationale, qu'elle soit internationale, qu'elle soit économique, sportive, politique ou encore géopolitique. Et aujourd'hui, elle va être géopolitique mais axée sur un angle assez particulier. C'est un angle que nous avions abordé en novembre 2023, rappelez-vous, c'était juste après l'attaque du 7 octobre. Et nous avions parlé de la manière avec laquelle les médias français, occidentaux, mais particulièrement français, traitaient l'information en la matière. J'avais reçu Abdullah Tourabi et Agnès Levallois. Et j'aurai Agnès Levallois aujourd'hui. On a décidé de refaire cette émission car on a senti que le vent avait changé sur la manière, la sémantique, les mots, le wording, pour reprendre ça en anglais, qui étaient utilisés sur les plateaux de télévision, sur les plateaux de radio et même dans la presse française. Comment traite-t-on l'info derrière une situation catastrophique? Bien sûr, une situation qui nous hérisse les poils tous les jours que Dieu fait, mais les mots sont importants car ils façonnent une opinion. Ils traduisent également la manière avec laquelle elle est perçue par les politiques au plus haut niveau et par la population. Comment traite-t-on aujourd'hui l'information relative à la situation à Gaza? C'est tout de suite dans Parole d'expert. Et pour en parler, comme je vous l'ai annoncé, Agnès Levallois est avec moi en direct de Paris, présidente de l'IREMO, l'Institut de recherche et d'études Méditerranée et Moyen-Orient. Comment ça va? Bonjour, merci, très bien. Je suis ravie d'être avec vous à nouveau. Merci beaucoup Agnès d'avoir répondu présente encore une fois. Abdallah n'a pas pu être avec nous malheureusement, mais on lui souhaite un bon rétablissement et il était un peu fatigué. Vous êtes autrice également du livre noir de Gaza. On voit la couverture. J'en parlerai tout à l'heure de la couverture aux éditions du Seuil. Et aujourd'hui Agnès, si vous le voulez bien, on va faire le même exercice que la dernière fois. Et je l'ai dit avant même qu'on commence à enregistrer l'émission. Je vous ai dit, Agnès, je vous sens beaucoup plus détendue et moins sur vos gardes sur les plateaux de télévision en France. Et ça, c'est quand même assez parlant, significatif. On a 2 années qui se sont écoulées, quasiment, un peu moins de 2 années, depuis octobre 2023. J'aimerais juste, avant qu'on débute cette émission, ça peut paraître, on va dire, futile, indécent vis-à-vis de la souffrance du peuple palestinien de parler de mots, mais malheureusement, l'époque est ainsi faite. Les mots sont extrêmement importants, Agnès. Je tenais à faire cette petite précision. Vous en pensez quoi, Agnès? C'est un débat qui est important, malgré le fait que ça peut paraître indécent par rapport à la situation? Non, je crois que les mots sont absolument essentiels pour qualifier, caractériser ce qui se passe dans la bande de Gaza. Et c'est au contraire reconnaître la souffrance des Palestiniens que de mettre les mots justes sur le drame, les massacres qui ont lieu aujourd'hui. Et donc, ça ne me paraît pas du tout futile, bien au contraire. Et je pense qu'on va y revenir tout au long de cet entretien. On va voir à quel point les mots ou l'utilisation de certains mots a évolué. Aujourd'hui, on peut dire certains mots, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et donc, il me semble que c'est extrêmement important de bien nommer ce qui se passe aujourd'hui dans la bande de Gaza. Alors, concrètement, qu'est-ce qui a changé? Alors moi, c'est ce que j'ai observé. Alors vis-à-vis de vous, mais j'ai essayé d'un peu d'observer beaucoup de plateaux de télé, de radio, de podcasts, pour voir que, on utilise des mots qu'on n'osait pas utiliser auparavant. Il y a eu des épisodes avec bien sûr son lot de polémiques absolument quasiment de manière quotidienne, utiliser le mot de génocide, le mot d'attaque. Alors il y a eu des polémiques sur les parallèles avec Auschwitz, avec les nazis, etc., qui sont allés un peu loin. Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui, Agnès? Ce qui a changé, je crois, tout simplement, c'est que l'ampleur des massacres qui se déroulent aujourd'hui dans la bande de Gaza oblige
en fait, à dire les choses telles qu'elles se déroulent et qu'une fois l'effroi passé de ce qui s'est passé le 7 octobre, suite au massacre du 7 octobre, donc pendant quelques semaines, quelques mois même, qui ont duré d'ailleurs assez longtemps, il y a eu une espèce de tétanie vis-à-vis de ça, et un certain nombre de journalistes, de commentateurs, d'experts, en fait, ont estimé que la riposte israélienne était tout à fait légitime, mais là, l'ampleur de la riposte est allée tellement loin, au-delà de l'imaginable, qu'aujourd'hui, eh bien, même ceux qui défendaient à corps et à cri, si je puis dire, la riposte israélienne, eh bien, se rendent compte aujourd'hui que ça n'est plus tenable, que face à ces images qui sont absolument terribles, face à la reprise du siège, du blocus de la bande de Gaza depuis maintenant plus de 2 mois, avec ces images de la population complètement affamée, d'enfants qui meurent de faim aujourd'hui, de mères qui ne peuvent plus nourrir leurs enfants, eh bien face à l'ampleur de ces images, à l'ampleur de ce drame humanitaire, eh bien il y a certaines barrières, si je puis dire, qui sont tombées, et qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des termes qu'on ne pouvait pas utiliser et qu'on se permet d'utiliser sans être attaqué tout de suite ou sans être l'objet en fait de critiques très très fortes par rapport au fait de nommer les choses telles qu'elles sont. Alors, il y a, et on le sent, hein, et puis en observant, on va s'attarder sur les mots. Déjà, on parle tout le temps de la guerre. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une guerre? Est-ce que c'est un mot aussi qui n'est pas de nature à atténuer? Une guerre, c'est, on va dire, entre deux armées conventionnelles qui se font la guerre. Aujourd'hui, entre la Russie et l'Ukraine, même s'il y a des disproportions, vous avez quand même deux armées conventionnelles, et même celle qui est on va dire en sous-nombre est aidée par d'autres pays. Dans le cas de Gaza, est-ce qu'on est dans une guerre? Et là, je parle vraiment de sémantique. J'essaye, moi, de ne plus utiliser ce terme de guerre. Je dis j'essaye parce que parfois, quand on se met à parler, on se laisse un peu emporter, si je puis dire, hein, et que c'est le terme assez facile qui s'impose dans la discussion. Mais j'essaye vraiment maintenant, depuis plusieurs semaines, de ne plus utiliser ce terme qui, vous avez tout à fait raison de le dire, ne correspond en rien à la réalité. Donc moi, je parle aujourd'hui d'attaques, d'opérations menées par l'armée israélienne, de massacres menés par l'armée israélienne, mais je crois qu'il faut vraiment veiller à ne plus utiliser ce terme de guerre, car aujourd'hui, enfin, et ça n'a d'ailleurs jamais été le cas, mais le Hamas n'est pas une armée. Et donc, je crois qu'effectivement, ce terme ne permet pas de comprendre la réalité de ce qui se passe sur le terrain. Mais là encore, vous avez raison, c'est un terme facile à utiliser et qui a l'air de mettre face à face deux réalités à peu près que l'on peut comparer. Or, on ne peut en rien comparer d'un côté les forces de l'armée israélienne et de l'autre côté ce qui reste des capacités militaires du Hamas. Autre élément sémantique, lorsqu'on donnait les bilans macabres, la comptabilité morbide, et qui était tout le temps suivi avec beaucoup de précautions d'après le Hamas. Et je remarque que depuis ces dernières semaines, on ne mentionnait plus le Hamas comme source d'information de cette comptabilité macabre. Est-ce que ça aussi c'est quelque chose qui a changé, puisqu'à chaque fois qu'on mettait le mot Hamas à côté d'un bilan, c'était de nature à le remettre automatiquement en question? Oui, pendant très longtemps, ça a été un argument qui a été déployé par les porte-paroles ou officiels israéliens, qui était de dire que, évidemment, les chiffres donnés par le ministère de la Santé du Hamas n'étaient pas des chiffres crédibles. Et je me souviens, moi, avoir été dans des débats à parler de cynisme à remettre en question les chiffres, hein, parce que ça n'avait absolument aucun sens. Et d'ailleurs, qu'il y ait 10 000 morts ou 50 000 morts, de toute façon, c'est une tragédie. Et donc, de polémiquer sur les chiffres me paraissait complètement indécent, et c'est le terme que j'ai utilisé à plusieurs reprises. Et donc, face au fait qu'on a été un certain nombre à chaque fois à se bagarrer pied à pied pour expliquer que ces chiffres qui étaient donnés par le ministère de la Santé étaient des chiffres qui étaient vérifiés,
et que dans les conflits précédents qu'avait vécu la bande de Gaza, tous les chiffres qui avaient été donnés par le ministère de la Santé avaient toujours été vérifiés une fois le conflit terminé, et que donc cette polémique sur les chiffres était à proprement parler indécente, et que même les chiffres étaient bien évidemment sûrement bien supérieurs à ce qui est déclaré, parce que simplement le ministère de la Santé ne recense, si je puis dire, que les corps qui ont été clairement identifiés. Donc c'est vrai qu'au bout de mois et de mois au cours desquels on a été quelques-uns à défendre cette position, eh bien, on a l'impression que le narratif qui est utilisé par Israël en la matière, eh bien, ne prend plus. Et donc, il y a eu une espèce d'abandon de cette volonté à chaque fois de remettre en question les chiffres pour finalement minimiser l'ampleur des pertes et des morts dans la bande de Gaza. Il y a un mot qui était très difficilement utilisable, c'était le mot génocide, qui était tempéré par le mot nettoyage ethnique. Alors après, on a l'impression encore une fois vraiment d'être débat et d'avoir des débats, et je le répète encore une fois, qui me font un peu mal, même par rapport à quand on pense à la souffrance des gens, de mettre un mot dessus, quel que soit le mot qu'on y mette, le résultat est le même. Ce sont des enfants morts, mutilés, et des populations qui sont en train d'être déplacées, et on en parle en millions. Donc, est-ce que ça doit être un débat on va dire, de dictionnaire? Est-ce que c'est un débat de juriste? Est-ce que c'est un débat d'historien, comme a dit le président français? À qui revient-il de décider quel mot on peut mettre sur ce qui se passe à Gaza? Eh bien, ce sont les juristes, et les juristes utilisent aujourd'hui le terme de génocide, considérant que les critères qui permettent de définir un génocide, eh bien, ces critères aujourd'hui s'appliquent à la situation dans la bande de Gaza. Et je me réfère pour cela aux travaux qui ont été menés par les organes de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, par un certain nombre d'ONG comme Amnesty International, mais pas simplement Amnesty, par aussi un certain nombre de chercheurs, d'historiens israéliens, alors américano-israéliens ou israéliens, qui aujourd'hui clairement utilisent ce terme de génocide. Si je reviens à ma pratique, si je puis dire, c'est que au début, moi, j'ai hésité à utiliser le terme de génocide parce que n'étant pas juriste, je n'étais pas sûre d'avoir les compétences pour l'utiliser. Et surtout, tout au début, quand le terme a commencé à émerger, en fait, il était confisqué et servait comme un espèce de rideau de fumée pour ne plus aborder la réalité sur le terrain. Je veux dire par là que si on utilisait le terme génocide, tout de suite, on se faisait alpaguer en disant « mais comment vous pouvez parler de génocide ?» Et du coup, on ne parlait plus de la situation sur le terrain. Et moi, pendant de nombreux mois, je trouvais, et ça rejoint votre préoccupation, je voulais absolument que l'on parle de ce qui se passait dans la bande de Gaza et qu'on ne perde pas notre temps à des discussions sémantiques pour ne pas parler de l'essentiel. Maintenant qu'il y a un consensus quand même à peu près généralisé, eh bien c'est un terme en fait que beaucoup d'experts, d'analystes se sont appropriés ce terme parce que maintenant les termes et les éléments qui sont à notre disposition permettent véritablement d'affirmer qu'il s'agit d'un génocide et que la déclaration du président français laissant ça aux historiens me paraît tout à fait choquante parce que ce sont des éléments du droit international qui permettent de caractériser aujourd'hui qu'il s'agit bien d'un génocide et qu'à partir de là, la France, signataire des conventions, se doit d'appliquer ce droit international et pas de renvoyer ça à un débat d'historiens. Donc là aussi… et si on laisse ça aux historiens, ça sera un peu trop tard. Bien sûr, mais là aussi, le fait qu'il y ait beaucoup de discussions autour de ce terme de génocide, c'est une chose, mais il ne faudrait pas oublier, et là je rejoins là encore votre préoccupation, l'urgence, c'est que faire pour arrêter ces massacres. Et on pourra après discuter du terme de génocide, parce que qu'on parle de génocide, de nettoyage ethnique, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, de toute façon, ça revient à une seule chose, c'est qu'on a une population civile qui est massacrée tous les jours avec une volonté de faire partir cette population de sa terre, de son territoire, qui est la bande de Gaza. Donc oui, bien sûr, il faut utiliser les termes et il faut utiliser les bons termes parce que ça peut permettre une prise de conscience. Et en ça, le fait qu'on utilise aujourd'hui le terme de génocide, ça me paraît important parce que c'est un mot qui est très chargé,
Et donc, ça montre, comprend l'ampleur de la situation, de ce qui se déroule aujourd'hui dans la bande de Gaza. Donc, c'est important de le dire, mais c'est vrai que il a été difficile de l'utiliser il y a un an, parce que c'était encore un peu tôt, mais aujourd'hui, il n'y a plus aucune ambiguïté sur l'utilisation de ce terme. Il y a un autre élément, et qui était utilisé, et qui l'est toujours encore, c'est Israël. Et je reprends des termes que j'ai entendus sur des plateaux où vous étiez d'un invité qui était avec vous, et je suis désolé, mais je ne me rappelle plus de son nom. Israël présenté comme un îlot de démocratie dans un océan de barbarie. En gros, je résume, mais les termes étaient là. Est-ce qu'aujourd'hui, avec la position du gouvernement Netanyahou, la manière avec laquelle aussi il se maintient au pouvoir depuis un certain nombre d'années, alors qu'il devrait être en prison pour un certain nombre de choses, il est sous le coup d'un mandat pénal international. Est-ce qu'aujourd'hui, Israël est vraiment cet îlot de démocratie qui a été nourri dans les discours et dans le récit pour légitimer en fait toutes les décisions qui sont prises à l'encontre de Gaza et du peuple palestinien? Il me semble que ça, ce sont des expressions qu'on entend moins aujourd'hui, parce que, évidemment, comment peut-on parler de démocratie israélienne aujourd'hui lorsque l'on voit les pratiques dans la bande de Gaza, mais également les pratiques en Cisjordanie. N'oublions pas aussi ce qui se passe en Cisjordanie, où on voit l'armée israélienne rentrer dans des villages, le siège, par exemple, du camp de réfugiés dans la ville de Jénine, et on peut multiplier les exemples, ne permettent pas, me semble-t-il en tous les cas, de continuer à développer ou à reprendre ce narratif israélien selon lequel eh bien, Israël est un îlot de démocratie dans un océan de barbarie. Peut-être qu'Israël est encore une démocratie pour les Juifs, mais en tous les cas, en aucun cas une démocratie pour les citoyens palestiniens israéliens et pour la population qui est sous le joug de la colonisation israélienne. Donc c'est vrai, là aussi, au lendemain du 7 octobre, on a beaucoup entendu, pour justifier la riposte israélienne, le fait que c'était une démocratie qui était attaquée et qu'elle se devait de répondre. Aujourd'hui, lorsqu'on voit la disproportion de la riposte israélienne, et le mot me semble même faible par rapport à ce qui se passe, eh bien, ce sont des éléments qui sont moins mis en avant parce que, eh bien, c'est beaucoup plus difficile aujourd'hui de pouvoir tenir ce discours. Je rappelle aussi un élément, c'est que Israël interdit toujours l'entrée de la bande de Gaza à un certain nombre d'humanitaires. Alors, certains passent, mais c'est vraiment au compte-gouttes, que les journalistes internationaux ne peuvent toujours pas rentrer. Et ça, il me semble que ça va à l'encontre de pratiques démocratiques. Si vous êtes un État démocratique, vous laissez des journalistes, des observateurs internationaux rentrer pour pouvoir documenter ce qui se passe. Et si vous l'interdisez, c'est quand même la preuve que vous avez des choses à cacher. Et donc, en ça, ça va à l'encontre, me semble-t-il, en tous les cas, de ce que l'on peut mettre en avant pour dire qu'Israël est toujours une démocratie. Dernière question, Agnès. Ce revirement, ce glissement, on va dire sémantique, et je vais parler particulièrement de la France parce que c'est en France que vous connaissez, enfin vous connaissez bien les médias à travers le monde, mais particulièrement en France. Qu'est-ce que ça augure? Est-ce que c'est... moi, la question c'est, on en avait parlé la dernière fois, les pressions. Est-ce qu'on subissait des pressions, pour ne pas dire les mots, ou est-ce que c'était induit? Est-ce que c'était seulement des réactions sur les plateaux et après on vous laissait tranquille? Maintenant que le vent commence à changer, ça augure de quoi? Ça augure qu'il y a des décisions qui transpirent, on va dire, dans toutes les couches, au niveau de tous les partis politiques qui commencent à trouver un consensus autour de cette question? Je crois qu'il y a une prise de conscience, là encore, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, face à l'horreur de ce qui se passe, de toutes ces Mais images. l'horreur, on la connaissait quand même. Est-ce Oui, qu'il mais fallait attendre vraiment 2 ans et demi? alors, je pense que pareil, l'effet de sidération a été tel que ça a justifié pendant très longtemps le fait que voilà, Israël n'avait pas d'autre choix. Si vous voulez, c'est toute une rhétorique qui existe depuis des années, qui a commencé bien avant le 7 octobre. Et ça, je pense qu'il faut vraiment revenir en arrière.
pendant longtemps et avant le 7 octobre, il y avait déjà cette idée selon laquelle Israël était de toute façon la seule démocratie au Moyen-Orient et que tous les pays de la région voulaient sa disparition et que pour se défendre, Israël était obligé d'utiliser certains moyens et que, étant la seule démocratie, eh bien, il fallait la soutenir quoi qu'il arrive. Là-dessus arrive le 7 octobre qui représente évidemment un choc, un traumatisme. Et donc, cette rhétorique continue à s'appliquer. Et donc, dans un premier temps, et ça a duré longtemps, eh bien, tout a été justifié au nom de cette rhétorique qui a été tellement bien développée, je le répète, pendant des années et des années avant le 7 octobre. Et il a fallu donc du temps pour que l'idée défendue par certains quand même, hein, tout le monde ne défendait pas cette même idée, mais l'idée défendue par certains que cette riposte était quand même vraiment disproportionnée, que ça n'était plus possible, eh bien, petit à petit, s'est imposé. Ce qui est très choquant dans la couverture de ce qui se passe dans la bande de Gaza depuis 20 mois maintenant, c'est qu'effectivement, il a fallu beaucoup, beaucoup de temps pour qu'un certain nombre de politiques, de journalistes, d'analystes même, eh bien, acceptent de regarder la réalité en face et acceptent de faire évoluer leur discours en prenant en compte la réalité et non pas cette espèce de fantasme. Je suis très frappée quand on continue à dire la sécurité d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, c'est la sécurité des Palestiniens qui est en jeu, ce n'est pas la sécurité d'Israël. Donc, il n'y aura pas de sécurité d'Israël sans une sécurité pour les Palestiniens. C'est ça qu'il faut dire depuis longtemps, mais qu'il faut redire et redire. Donc oui, il y a une évolution, ça a pris beaucoup de temps, mais beaucoup de temps, avec beaucoup de massacres. Ce que je regrette, moi, énormément, c'est que toutes ces voix qui commencent à s'élever, si elles s'étaient élevées plus tôt, eh bien peut-être que Netanyahou n'aurait pas eu les mains aussi libres, aussi longtemps, pour mener ces massacres qu'il mène dans la bande de Gaza. Et là, nous avons tous une responsabilité, non seulement en Israël, mais dans les pays occidentaux, parce que le silence de nos politiques, mais pas que de nos politiques, relayés par un certain nombre d'analystes et de journalistes, en se taisant ou en adoptant le narratif israélien, eh bien, a permis à celui-ci d'aller au-delà de ce qui était envisageable, imaginable au lendemain du 7 octobre. Et donc là, je pense qu'il y a une responsabilité qui est absolument écrasante. Dernier point aussi qui était utilisé, après on finira là-dessus, et je me rappelle, vous essayiez avant, tant bien que mal, de recontextualiser, puisqu'il y avait un mécanisme qui était de décontextualiser et de faire comme si toute l'histoire commençait à partir du massacre du 7 octobre. Et cette recontextualisation de la situation de la Palestine, de l'occupation, est-ce que ça aussi, c'est un narratif qu'il faut redévelopper? Parce que là, c'est tout simplement de l'histoire qu'il faut redérouler, sans légitimer les massacres, mais en essayant de comprendre et d'expliquer une situation qui est aujourd'hui. Est-ce que ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut redérouler, essayer en tout cas de redérouler? Oui, absolument. Et moi, j'essaye systématiquement quand je peux de le faire, parce que l'idée selon laquelle tout a commencé le 7 octobre, évidemment, est une hérésie et surtout contribue à cet aveuglement pour comprendre, analyser ce qui se passe et avoir un discours adapté à la situation. Donc oui, il faut absolument historiciser et remettre ce drame, tout en le condamnant comme on le fait, mais de remettre ce drame dans son contexte historique. Sinon, de quoi parle-t-on? C'est complètement absurde. Tout comme ce qui me frappe, c'est que pendant très longtemps, avant le 7 octobre, on ne parlait plus de Israël État colonial. C'était un terme qui n'était plus utilisé, comme si c'était rentré dans les mœurs, si je puis dire, que Israël reste le dernier État colonial au monde. Aujourd'hui, c'est un terme qu'on peut à nouveau utiliser et qui fait à nouveau partie acceptable, si je puis dire, pour expliquer aussi ce qui se passe dans la bande de Gaza, mais également en Cisjordanie. Donc là, il y a tout un travail finalement de reprendre l'histoire pour sortir de cet aveuglement ou de cet effet de sidération dans lequel certains ont été pendant très longtemps, pour, là encore, redire les choses. Et pourquoi redire les choses? Pour se donner les moyens d'arrêter ce qui se passe, parce qu'il y a urgence. Ce qui m'effraie dans ce qui se passe actuellement, c'est que même s'il y a une prise de conscience, même s'il y a une possibilité de plus facilement dire les choses, nommer les choses, et c'est important, mais l'urgence, c'est d'arrêter ces massacres.
Et c'est là où je suis absolument effarée parfois par des initiatives diplomatiques, très bien, mais la première chose à faire, c'est d'arrêter les massacres et après, on passera à des Et après, initiatives on discute. diplomatiques. Voilà. Je voulais montrer, pour finir cette émission, la couverture de votre livre, Agnès, et le livre noir de Gaza aux éditions du Seuil. Je voulais montrer la couverture, vous êtes en train de la voir, parce que avant qu'on commence l'émission, je dis la perception que j'en ai eue, parce que vous avez mentionné sur la couverture, j'ai pris ça comme une espèce de bouclier d'avertissement pour dire attention, le livre noir de Gaza, voici toutes les sources. Et ça vient à la question qu'on avait abordée tout à l'heure lorsqu'on parlait des bilans qui étaient donnés à l'époque par le ministère de la Santé du Hamas et qui étaient tout le temps remis en question. Là, on voit rapport d'Amnesty International, HARP, Tselem, le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, Euroméditerranée Human Rights, etc. Vous avez énormément de sources d'organisations non gouvernementales et autres qui c'était fait de manière voulue, on va dire, de mentionner toutes ces sources qui sont extrêmement nombreuses. Oui, l'idée, c'était, si vous voulez, de documenter. Vraiment, ce qui nous a paru important en faisant ce livre, c'était de documenter ce qui se passait dans la bande de Gaza et de montrer qu'on pouvait documenter, même si Israël empêche les journalistes, les observateurs de rentrer, qu'on peut savoir ce qui se passe dans la bande de Gaza et qu'il y a vraiment, il y avait là aussi une nécessité absolue et de montrer que tout ce qui était dit dans cet ouvrage, toutes ces sources, eh bien, sont des sources crédibles, importantes, pour montrer qu'il ne s'agit pas simplement d'un parti pris, parce que le livre noir, ça peut surprendre certains, mais de montrer l'urgence, là aussi, et le côté absolument nécessaire de documenter, et à partir de faits qui sont incontestés et incontestables, pour donner du poids à cette volonté de documentation, parce qu'on ne pourra jamais dire qu'on ne savait pas ce qui s'est passé dans la bande de Gaza. Merci beaucoup Agnès Leballois d'avoir été avec nous dans Parole d'Expert encore une fois. Le livre noir de Gaza aux éditions du Seuil, pour ceux qui écoutent ce podcast en audio, hein, je vous invite à aller le chercher, hein, le googler très rapidement et vous pouvez vous le procurer. Merci beaucoup Agnès et on se dit à très bientôt, j'espère. À bientôt. Voilà, et moi je vous dis à très vite dans Parole d'Expert sur H24 pour une prochaine émission. Bye bye.